va procéder maintenant au processus effectuer l'analyse qualitative des risques. Pourquoi on fait cette analyse? Parce que ça coûterait trop cher d'implémenter toutes les solutions aux risques. C'est pour ça que nous allons classer les risques selon leur impact sur une échelle peut-être soit de 1 à 10, ou on peut même classer faible, moyen, élevé, très élevé par exemple. Mais l'objectif ici, c'est de les classer pour essayer de trouver des solutions aux risques les plus importants. Donc, on a planifié la gestion des risques, on a identifié les risques. Maintenant, on va faire une première classification. En données de sortie, on ne va faire que mettre à jour certains documents du projet, parmi lesquels, principalement, le registre des risques et le rapport sur les risques. Sur le registre des risques, on va rajouter la première classification des risques. Sur le rapport sur les risques, on va rajouter le détail de ce qu'on a identifié sur chacun des risques. Et on peut être amené à rajouter ou supprimer des éléments du journal des points à traiter, des problèmes en suspens, ou même à valider ou invalider des hypothèses et des suppositions. Donc, on va sortir avec un registre des risques aussi, bien sûr, qui va classer ces risques. On va voir peut-être un risque noté sur 5, un autre noté sur 7, un autre sur 8, 8 sur 10 par exemple. Donc, on va avoir on va commencer à avoir la liste des risques prioritaires. Et on pourra les regrouper par exemple par catégorie. Les risques qui seront moins importants, ça ne veut pas dire qu'on va les effacer du registre des risques, mais on va les garder sur une autre liste. On va appeler ça la liste des risques à surveiller, ou watch list, ou risques non critiques. Donc, voilà. Ce processus, donc, son objectif est de hiérarchiser les risques individuels du projet. Individuels. Les analyser ou les exploiter plus tard, et puis surtout évaluer leur probabilité d'occurrence et d'impact. Ce qui est important, c'est de concentrer les efforts sur les risques à priorité élevée. C'est pour ça qu'on fait l'analyse. On ne pourra pas faire une solution, ce serait trop coûteux d'ailleurs, de mettre en place des solutions pour l'ensemble des risques. Mais on va essayer de qualifier certains risques, les classer, en extraire les risques prioritaires, et puis on va concentrer les efforts sur les risques à priorité élevée. Bien sûr, les évaluations sont subjectives et reposent sur la perception des parties prenantes. Aussi, le rôle du facilitateur, avec tout ce qui est technique de facilitation, est important pour lutter contre tout ce qui est parti pris, contre les influences de certains parties prenantes qui ont beaucoup de pouvoir, et peut-être qu'ils vont essayer de mobiliser la réunion en affirmant ou en ciblant que certains risques et en ignorant d'autres risques. Donc le rôle du facilitateur est très important ici. Donc ce processus, à la fin, on ne va mettre à jour que le registre des risques et le rapport sur les risques, et peut-être mettre à jour certains autres journaux. Pour cela, on aura besoin du plan qu'on avait élaboré précédemment et le journal des hypothèses qui contient beaucoup d'hypothèses peuvent se transformer en risques, le registre des risques pour y rajouter la classification et les parties prenantes pour comprendre leur appétit au risque et puis les faire participer au processus. On va voir un peu maintenant l'ensemble des outils et des techniques qui entrent en jeu. Donc, on a besoin d'un expert, surtout sur la partie risque, peut-être un expert en facilitation, en technique de facilitation. Et puis, on va collecter les données via des entretiens, surtout, entretien 1 à 1 ou en petit groupe. Et puis, on va analyser ces données. On va analyser la qualité des données. Déjà, est-ce que ces données nous permettent de comprendre le risque?
Est-ce que déjà ces données existent? Est-ce qu'on a déjà des données pour faire l'évaluation des risques? Et si ces données existent, est-ce qu'elles sont fiables? Donc, pour cela, on va pondérer les données pour évaluer leur qualité globale. C'est bien beau de faire une analyse des risques, mais si la source d'analyse n'est pas fiable, ça ne sert pas à grand chose. Donc on va analyser, on va faire un Risk Data Quality Assessment, on va faire une évaluation de la qualité des données. Et puis on va évaluer la probabilité et l'impact du risque. Ceci va être fait durant des entretiens. De toute façon, chacun a une perception différente des risques. C'est pour cela qu'il faut apporter une explication détaillée, y compris des hypothèses qui justifient le niveau de risque attribué. Ces hypothèses seront enregistrées dans le rapport des risques. Alors, on va évaluer aussi d'autres paramètres qui sont liés au risque. La proximité dans le temps, c'est le délai entre lequel le risque apparaît et puis l'impact du risque. Plus ce délai est petit, plus il y a une proximité dans le temps. L'inactivité, c'est-à-dire que le risque survient, mais ses conséquences peuvent ne pas apparaître tout de suite. Il faudra du temps pour les découvrir. D'autres paramètres, par exemple la facilité, la facilité de détection avec laquelle on peut régler ce risque. La contrôlabilité, jusqu'à quel degré on peut contrôler le risque, jusqu'à quel degré on peut détecter ce risque. On peut classer des risques comme ça, et toutes ces informations seront classées sous forme de tableau ou autre, non pas dans le registre des risques, mais dans le rapport sur les risques, qui contient les éléments détaillés par rapport aux risques. Alors, nous avons aussi besoin, comme pour l'identification des risques, tout ce qui est technique de facilitation. C'est les techniques qui nous permettent de rester concentrés sur la tâche, de s'accorder sur l'évaluation, de surmonter les désaccords et d'atteindre un résultat. Donc on va classer les risques. On va les catégoriser. Par exemple, de 1 à 10, on va dire qu'un risque est classé 2, 3, 4. Et puis, la signification du 2, du 3, du 4 et du 5, on aura déjà identifié ça au niveau du processus planifié, la gestion des risques. Donc, on aura déjà élaboré une grille pour que tout le monde soit d'accord sur la même signification. Par exemple, un dépassement du budget de 20% à 30%, on peut noter ça 7 sur 10. Par exemple, un risque 7, quand le budget est dépassé de 20. Ou quand le délai dépasse 3 mois, on va classer ça par exemple en termes de délai de 6 sur 10, en termes d'impact. Donc, en catégorisant les risques, on va pouvoir se concentrer sur certains domaines. Le tout sera fait via des réunions. On va représenter aussi les données via des matrices. Il y a plusieurs types de matrices. Par exemple, la matrice probabilité-impact. On va mettre sur un axe la probabilité et sur l'autre l'impact. Comme par exemple sur ce schéma, on va représenter sur 3 dimensions. Cette fois, une dimension, la détectabilité, jusqu'à quel point un risque est détectable, et puis la proximité dans le temps. Un risque est éloigné ou proche dans le temps, par exemple. Et ici, plus la bulle est grosse, plus cela symbolise un impact qui est très élevé. Donc forcément, les bulles qui sont ici sont des bulles inacceptables et les bulles qui sont ici sont plus ou moins acceptables. Donc on va se concentrer à mettre en place des solutions pour ces risques.
Pour résumer, donc à la sortie de ce processus, on va mettre à jour le registre des risques avec la classification et beaucoup d'informations, de matrices, de tableaux, de détails et d'hypothèses, qu'on va mettre une partie sur le sur le rapport, sur les risques, et on pourra mettre à jour certains journaux, comme le journal des hypothèses, on rajoute ou on supprime des hypothèses, et le journal des points à traiter qui va regrouper les points en suspens. Tout cela, ça va faire partie des documents du projet. Pour générer le registre, mettre à jour le registre des risques et le rapport sur les risques, on a besoin bien sûr du plan gestion des risques et de certains documents du projet.